Comment devient-on vraiment exceptionnel ? Vers la fin des années 80-90, un psychologue suédois installé en Floride, Kay Anders Ericsson, s'intéresse au concept de l'excellence. Il ne croit pas à la notion de génie inné. Non, ce qui le fascine vraiment, c'est de répondre à cette question. Comment devient-on exceptionnel dans un domaine ? Il observe alors des violonistes, des pianistes, des joueurs d'échecs, des athlètes et autres. Il note tout, les heures passées à s'entraîner, la difficulté de leur exercice, la manière dont ils progressent, la chronologie de leur apprentissage de la discipline, etc. Et en 1993, il publie avec 2 collègues une étude qui deviendra historique. The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. Dans cet article scientifique, il explique une idée révolutionnaire pour l'époque. Les meilleurs ne s'entraînent pas plus longtemps seulement. Ils s'entraînent mieux. Leur progression repose sur des variables précises, c'est-à-dire un entraînement exigeant, ciblé, inconfortable et progressif. Et quand on additionne ces entraînements, on obtient des milliers d'heures. Chez les violonistes d'élite par exemple, la moyenne tournait autour de 10 000 heures sur une période de 20 ans de pratique. Ericsson venait de poser les bases scientifiques. L'excellence s'apprend, elle ne tombe pas du ciel. Plus de 10 ans plus tard, en 2008, le journaliste canadien Malcolm Gladwell, auteur de livres de vulgarisation scientifique, découvre, au cours de ses recherches pour son nouvel ouvrage, les travaux d'Anders Ericsson. Il s'en empare, les rend accessibles au grand public, et en extrait une formule aussi simple que percutante. Il faut 10 000 heures de pratique pour devenir exceptionnel. C'est simple, c'est mémorisable, c'est puissant. Il sort son livre Outliers, A Story of Success, qui devient très vite un best-seller mondial. Et c'est ainsi que le grand public découvre la règle des 10 000 heures. Mais ce que l'histoire oublie parfois de raconter, c'est qu'Ericsson n'a jamais parlé d'une formule magique. Il ne suffit pas d'accumuler 10 000 heures de travail pour atteindre un niveau de classe mondiale. Par exemple, conduire une voiture pendant plus de 20 ans ne fera pas de vous un champion de rallye. Au-delà d'un certain seuil, l'amélioration ne vient plus naturellement. Elle exige un entraînement volontaire, ciblant des composantes déterminées de la performance. On parle alors de pratique délibérée. 4 règles fondamentales la caractérisent. Avoir un objectif clair et précis, sortir de sa zone de confort, recevoir un feedback immédiat et honnête, répéter de manière consciente et concentrée. En résumé, la pratique délibérée montre que l'excellence ne naît pas de la répétition aveugle, mais d'un entraînement exigeant, ciblé et constamment corrigé. Le tout soutenu par la passion, la seule force capable de vous pousser à vous investir chaque jour dans une activité. Ce n'est donc pas le nombre d'heures qui fait la différence, mais l'intention, l'inconfort et la lucidité avec lesquelles elles sont investies. Imaginez maintenant un enfant ayant grandi en période de guerre dans l'ex-Yougoslavie, rêvant de devenir le meilleur combattant de la planète. Répéter chaque jour, en conscience et inlassablement le même coup de pied de sa jambe gauche, dans un sac de frappe fait maison ou sur un mur par tous les temps, tous les jours, dans le seul but d'en faire une arme redoutée de tous. Aujourd'hui, je vous présente la légende Mirko Cro Cop. Vous écoutez Éternel. Mirko Filipović est né le 10 septembre 1974 à Vinkovci. Il grandit à Privlaka, à 250 km à l'est de Zagreb. À cette époque, l'ex-Yougoslavie est en plein déchirement. Le jeune Mirko se lance dans les sports de combat après avoir vu Jean-Claude Van Damme dans le film Bloodsport. C'est à partir de ce moment qu'il dédiera chaque précieuse minute de son temps libre à peaufiner son art. Dans le hangar de la maison familiale, il s'entraîne jusqu'à l'épuisement. Musculation avec les haltères fabriqués à base de béton et de barres de fer, assouplissement, running matinal en Rangers pour améliorer le cardio avant d'aller à l'école, pratique de la lutte avec les voisins, travail au sac de frappe jusqu'à ce qu'il le transperce. Il dessinera une silhouette à la craie contre l'un des murs du hangar familial pour pratiquer les kicks pendant parfois plus de 2 ou 3 heures. Son père lui dira plusieurs fois à 23 heures et plus d'arrêter et d'aller se coucher pour aller à l'école le lendemain. Tout est brut, fait main, mais c'est exactement ce qu'il aime et le façonne. Il s'enferme des années durant dans une routine d'entraînement dans l'unique but de devenir le guerrier ultime. Il dira lui-même s'être entraîné 2 fois par jour, 5 fois par semaine. Il gardera la même routine lorsqu'il deviendra professionnel des années plus tard, répéter inlassablement chaque mouvement. Son direct main nue sur une planche de bois dans l'unique but de dompter la douleur, son high kick jambe gauche qui deviendra plus tard l'arme iconique de son ascension vers les sommets de la discipline. Mais que serait l'entraînement du corps sans celui de l'esprit ?
Mirko ne s'entraîne pas pour être meilleur, mais bien dans le but de combler chaque faille potentielle qui pourrait l'empêcher de triompher. Même si cela implique de faire des rounds de 20 minutes de grappling avec ses compatriotes afin de tester les limites de la fatigue. Lors de certains entraînements, il se mettra volontairement en position de soumission afin de subir, de ressentir et appréhender les prémices du moment fatidique où l'esprit comprend qu'il va échouer, que le corps va suffoquer et où disparaît la volonté. Patriote dans l'âme, seules 3 choses comptent dans la vie de Mirko. Ses proches, son pays et les sports de combat. En parallèle de ses débuts prometteurs en amateur, la guerre de Croatie éclate dans un contexte de dislocation de la Yougoslavie, marquant l'effondrement définitif de la République fédérative socialiste. Le conflit durera d'août 1991 à novembre 1995. C'est dans cette période volcanique que Mirko rejoindra l'unité antiterroriste Alpha dans la ville de Luko, près de Zagreb. Krokop, Croatian Cop, le légendaire surnom de Mirko Filipović est né. 3 octobre 1996, Yokohama, Japon. Dans la ferveur d'une nuit guerrière, la carrière professionnelle du Croate commence. Ses débuts se feront en kickboxing, contre une autre légende des arts martiaux, notre Français, Jérôme Le Banner. Pas de hasard, le début sera difficile, brut, douloureux. Rappelant au Croate que dans la voie qu'il a choisie, chaque adversaire sera un guerrier à son image. Un homme ayant traversé son propre chemin de croix, fortifiant et aiguisant sans relâche son corps et son esprit comme une arme. Il faudra une guerre de 5 rounds pour venir à bout du Français et gagner à la décision. La carrière est lancée. Il bâtira les fondations de sa légende durant les 7 années suivantes, affrontant les titans de cette ère. Ernesto Hoost, Peter Hertz, Mike Bernardo, Rémi Bonjaski, Mark Hunt et bien d'autres. 26 combats, 19 victoires, 12 par KO technique. Chaque fois la même recette. Une garde engauchée, un calme froid, un coup d'œil millimétré allié à un timing précis. Une bonne boxe et surtout son high kick jambe gauche qui détruira les plus grands. Il en parlera lui-même sous ces termes. Jambe droite, hôpital, jambe gauche, cimetière. 19 août 2001, Saitama au Japon. Krokop est une superstar du pied-point, mais une nouvelle opportunité s'offre à lui. Le MMA, ou arts martiaux mixtes. Peu de règles, pied-point, lutte et coups au sol sont autorisés. En comparaison du kickboxing, la discipline est naissante, mais l'horizon est grandiose. Il signe dans la célèbre organisation japonaise du Pride Fighting Championship et affronte pour son premier combat le lutteur nippon Kazuyuki Fujita. Ce dernier tentera dès le début du combat d'amener au sol notre célèbre kickboxer. Trop téléphoné pour le Croate, le japonais prendra un coup de genou dans un timing millimétré tapissant le sol du ring de son sang. Victoire en moins d'1 minute du Croate par KO technique sur coupure. La frustration est palpable. Le public, lui, est sous le charme du kickboxer devenu officiellement combattant de MMA. Le 3 novembre de la même année, nouvel affrontement, nouveau goût amer. Égalité en affrontant le nippon Nobuhiko Takada. Le scénario de ces 2 premiers combats alimentera Mirko pour le prochain. Ni les juges, ni une coupure ne stoppera la volonté destructrice du Croate. Le 31 décembre 2001, Saitama au Japon. Il est temps que le monde se souvienne. Il affronte Yuji Nagata, et 20 secondes après le son de la cloche, la jambe gauche de Krokop s'abat sur le japonais comme l'éclair sur le clocher. Imprégnant dans la rétine de chaque témoin l'une des plus grandes menaces des sports de combat des années 2000. Dorénavant, ils craindront tous ce qui n'était à l'époque qu'un simple coup répété en conscience dans un hangar de la campagne croate. Il obtiendra le KO of the Year en 2003, aussi à Saitama, après avoir refroidi sur ce même high kick jambe gauche le terrifiant Igor Vovchanchin, pourtant croque-mitaine de la discipline. Tout un symbole. 4 ans plus tard, le 28 avril 2005, Mirko n'a perdu que 2 fois en 20 combats, lors d'affrontements iconiques contre les titans du MMA. Il est au sommet de sa gloire. Chaque tentative de high kick jambe gauche, chaque middle, chaque feinte harangue la foule comme des dribbles au football. Il ne reste qu'une marche à gravir pour s'emparer du Graal. La ceinture poids lourd du Pride Grand Prix et asseoir la domination de l'ex-policier antiterroriste croate. Accomplissement final d'un labeur acharné. Une marche certes, mais pas n'importe laquelle. Fedor Vladimirovitch Emelianenko, dit The Last Emperor.
Homme russe de 28 ans venu tout droit du sambo, invaincu depuis 24 combats de MMA, élu combattant de la décennie en 2000 par les plus grands médias du sport. L'homme que tout le monde veut battre. Personnage singulier qui, comme dans les meilleures fictions, souhaitait un jour tomber sur celui qui parviendrait à le terrasser. Guerrier au visage inexpressif, il marquera de son nom et de son aura les mémoires de tous les fans de MMA pour les 20 prochaines années. Il est en 2005 l'être humain le plus dangereux sur Terre. Le combat est clairement le plus attendu. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent, à l'époque, d'un match Nadal-Federer, d'un Real Madrid FC Barcelone dans les années 2011-2013, d'un Mayweather-Pacquiao en boxe en 2015, d'un Usain Bolt contre Gatlin en 2012. Les deux hommes sont en haut de la chaîne alimentaire et n'ont qu'un objectif: affirmer sa place sur le trône de la discipline. De plus, Cro Cop a détruit un an plus tôt le petit frère de Fedor, Alexander, le rendant complètement inconscient d'un sublime high kick jambe gauche devenu iconique. Cet affrontement entrera forcément dans la légende du jeune sport qu'est le MMA. La guerre est d'une intensité rare. Chaque coup est donné pour détruire. Le Russe, en garde droitier, connaît les armes du Croate et est bien décidé à le battre debout. Il part chaque coup venant de la gauche, installe son rythme, déclenche en anglaise en cassant la distance, fait parler son explosivité pour ne laisser aucune chance au Croate. Le public retient son souffle. Le Russe est en mission. Il imprègne une pression inimaginable sur son adversaire. Tel un prédateur, il fond sur sa proie et fait parler la puissance de ses poings. Mirko se retrouve vite à respirer par la bouche, asphyxié des charges incessantes de Fedor. Les minutes sont à sens unique. Le Croate est sur le reculoir, subit le ground and pound, tente de faire parler la puissance de sa jambe gauche, sans succès. Pour autant, Mirko tient bon. Il rend coup pour coup, et même si le visage du Russe est tuméfié, le rythme qu'il impose ne faiblit pas. C'est une bataille qu'il ne peut pas gagner, mais il ira jusqu'au bout. Le combat va à la décision, Cro Cop s'incline, le Russe reste champion. Les deux adversaires se regardent dans les yeux, ils savent. Ils savent qu'ils ont donné leur âme dans un combat qui deviendra l'une des guerres les plus marquantes de l'histoire du MMA. Les deux hommes viennent de devenir des guerriers légendaires. Personne n'a perdu dans ce combat. Mais pour Mirko Filipović, il faudra encore attendre. Il faudra travailler, encore, pour devenir le champion incontesté. Plus d'un an plus tard, le 10 septembre 2006, Pride Conflict Absolute à Saitama au Japon. Cro Cop s'est hissé en demi-finale du championnat du monde. Il retrouve sa némésis, le Brésilien Wanderlei Silva. Les deux adversaires s'étaient affrontés en 2002, dans un combat extrêmement disputé qui avait fini par une égalité. Ils se détestent mutuellement. Le Brésilien, surnommé The Axe Murderer, ou le tueur à la hache en français, est redouté pour sa puissance, son style atypique en crochet large et pour sa violence. Il aime le sang et vient du Vale Tudo, une organisation de combat libre brésilienne où même les coups de tête et les pénaltys étaient autorisés. Son seul et unique objectif est de détruire ses adversaires, physiquement et mentalement. Beaucoup en ont fait les frais. Quinton Rampage Jackson, Ricardo Arona, Yuki Kondo et j'en passe. Le Brésilien affiche un bilan de 38 combats en MMA, 35 victoires, dont 23 KO. Le face-à-face est d'une intensité inégalée et deviendra lui-même iconique. Les deux combattants se regardent longuement dans les yeux avec la volonté de prendre l'ascendant psychologique sur l'autre. Wanderlei a l'habitude de gagner certains de ses combats avant même que le gong ne retentisse. Mais quand on a vécu la guerre, quand on a vécu des années dans l'antiterrorisme, quel homme peut réussir à vous faire peur? Le combat démarre fort, comme prévu. Wanderlei veut imposer son pressing et son cadrage. Le Croate a trop d'expérience pour ça. Il fait parler son calme froid et son coup d'œil. Très vite, un middle jambe gauche de Mirko fait claquer les côtes du Brésilien. Puis il le surprend sur un direct du gauche. Le combat continue quelques minutes au sol pendant lesquelles Mirko assène de violents coups sur le visage du Brésilien. L'arbitre stoppe le combat pour faire intervenir le médecin. Le visage de Wanderlei est tuméfié, le nez est cassé, la vision est trouble, les côtes sont rougies de la puissance du coup de pied.
Moins de 3 minutes se sont écoulées et le Brésilien est marqué comme si une voiture venait de le percuter. Le médecin teste la vision de Vanderlei, mais le pensionnaire de la shoot-box n'est pas homme qui abandonne. Il confirme sa volonté d'y retourner. Le combat reprend au sol quelques minutes, puis les deux hommes se relèvent sur ordre de l'arbitre. Les deux guerriers sont exténués, mais ils veulent la victoire, quoi qu'il en coûte. Le Brésilien bondit sur le Croate, cherchant la bagarre en mi-distance à tout prix. Cro Cop répond d'un puissant middle jambe arrière. Encore, quelques coups en anglaise, quelques feintes, puis un autre. Les côtes du Brésilien sont marquées au fer rouge. Puis un quatrième middle. Enfin, c'est ce que s'est dit Vanderlei. Mais le Croate connaît son art. Il l'a pratiqué des centaines de milliers de fois. Et cette fois-ci, le coup n'est pas parti dans les côtes. Il est parti dans la tête du Brésilien. High kick, jambe gauche. Vanderlei déconnecté sur place. Le game plan était parfait. Attaquer en middle, créer une fausse pattern pour obliger le Brésilien à adapter sa tactique, le faire baisser la garde afin de bloquer un middle qui n'en serait pas un. Stratégie gagnante. La victoire est totale. Quelques heures plus tard, Mirko Filipović atteint la finale, où il affronte l'Américain Josh Barnett. Il le domine, jusqu'à le contraindre à abandonner sous la puissance de ses frappes au sol, décrochant enfin le titre de champion du monde poids lourd. Consécration finale de 10 ans de carrière professionnelle dans les sports de combat. Aboutissement d'un long parcours d'entraînement, de passion, de désillusion, de résilience. Il dédiera cette ceinture à son père, décédé 12 ans plus tôt. Mais à chaque héros ses arcs narratifs. Celui du Japon prend fin en 2007. Le Pride cesse ses activités. Plusieurs raisons expliquent cet arrêt. Difficultés financières, perte de revenus, problèmes légaux liés à certains investisseurs et changement de contexte pour le MMA au Japon. Des dettes et des pressions externes ont pesé sur la viabilité de l'organisation, ce qui a conduit à moins de public, des sponsors en recul et un marché devenu plus concurrentiel à l'international, notamment avec l'ascension fulgurante de la plus célèbre organisation de MMA, l'Ultimate Fighting Championship. En tant que principale organisation mondiale, l'UFC disposait de l'infrastructure, des moyens financiers et de l'audience nécessaires pour accueillir les anciens combattants du Pride. Elle s'est donc imposée naturellement comme la destination privilégiée pour ceux qui voulaient poursuivre leur carrière. Pour beaucoup, ce passage représentait une chance d'obtenir une exposition internationale plus large, de découvrir un nouvel environnement de compétition et de prolonger leur parcours sportif, souvent avec une stabilité financière et médiatique supérieure à celle qu'offrait le Japon après l'ère Pride. Direction les États-Unis pour notre champion croate. 3 février 2007. Cro Cop fait ses débuts contre Eddie Sanchez, qui visiblement est venu contre son gré et préférait être n'importe où dans l'octogone face à Mirko la jambe gauche. Le combat ressemble plus à une exécution qu'à autre chose. Le Croate chassera sa proie froidement jusqu'à la faire abdiquer, accepter son destin et abandonner. Les débuts sont réussis. Le public, frustré, sait. Il attend le chaos de la jambe gauche. Il veut le voir. Et il veut le voir rapidement. 2 mois plus tard, le 21 avril, Manchester, Angleterre. Il affronte le Brésilien Gabriel Gonzaga, spécialiste du jiu-jitsu brésilien. 7 victoires pour une seule défaite et 100% de finish. Le combat s'annonce explosif. La salle bouillonne sous l'annonce de Bruce Buffer, le célèbre speaker de l'UFC. Le public est prêt. Les spectateurs veulent voir eux aussi de leurs propres yeux l'explosivité, la jambe gauche du Croate décapsuler la tête de son adversaire. La tension est au maximum. Le gagnant aura le droit d'affronter le champion poids lourd en titre, Randy Couture. Nouvelle chance de ceinture. Les 2 adversaires se jugent. Aucun ne se précipite. Très vite, le combat est amené au sol par Gonzaga. Mirko découvre alors une arme qui lui était encore parfaitement inconnue, les coups de coude. Il se fait ouvrir le cuir chevelu au-dessus du front. Mais il n'y a pas de panique. Le Croate, froid, a déjà affronté les meilleurs grappleurs et résisté au ground and pound de Fedor. Ce Brésilien ne peut pas être pire. Pourtant, il est totalement dominé. Les secondes passent sans qu'il puisse trouver de solution jusqu'à ce que l'arbitre Herb Dean donne l'ordre aux combattants de se relever. Le combat reprend debout. Le Brésilien tourne vers sa gauche afin d'augmenter au maximum la distance entre sa tête et la jambe gauche du Croate.
Mirko, lui, suit le rythme de son adversaire et ne cadre pas ce dernier, acceptant de tourner dans cette valse sanglante. Le Brésilien en profite et déclenche sans prévenir. High kick jambe arrière. Le Croate s'écroule inconscient. Ironie du sort. Celui qui terrifiait le monde avec son high kick finit par être terrassé par sa propre arme. Le légendaire Mirko Cro Cop s'effondre, vaincu par le coup qui avait fait sa renommée. Le Croate ne sera plus jamais le même. Le prime est passé. Il enchaînera victoire et défaite cuisante. En 2011, après un KO contre Roy Nelson, qui sera son 3e consécutif, il affiche un bilan mitigé de 4 victoires pour 6 défaites à l'UFC. Le guerrier maîtrise souvent, mais ne résiste plus à la puissance de ses adversaires, affaibli d'une longue carrière de bataille légendaire. Il quittera l'UFC pendant 4 ans, enchaînant les combats dans d'autres fédérations et en revenant en parallèle à son premier amour, le kickboxing. Discipline dans laquelle il gagnera d'ailleurs enfin la ceinture poids lourd du K1 Grand Prix en 2013. Fort de ce nouvel élan, il reviendra au MMA contre celui qui lui a tout pris. Le 11 avril 2015 en Pologne, à l'UFC Fight Night, il affronte Gabriel Gonzaga une nouvelle fois. Le combat est à son image, brutal et mythique. Tragédie grecque en terre polonaise. Il viendra à bout du Brésilien cette fois sur son terrain, au sol, par chaos technique, lui assénant une avalanche de coups de coude. Les 2 combattants gagneront le Fight of the Night ce soir-là. L'affront est lavé, l'honneur du guerrier est sauve. Il continuera en MMA dans différentes fédérations comme le Rising, où il gagnera le tournoi Openweight Grand Prix à Saitama, ville qu'il avait brillé tant de fois. Mirko ne s'arrête pas, car un combattant le reste jusqu'à la fin de sa vie. Le 16 février 2019, il remonte une dernière fois dans la cage pour affronter de nouveau Roy Nelson. Comme lors de chacune de ses revanches, il s'impose une nouvelle fois, cette fois par décision unanime. 10e victoire consécutive pour l'icône. Malheureusement, peu de temps après ce combat, il est victime d'un AVC qu'il contraint à mettre un terme définitif à sa carrière. À 44 ans, Mirko Cro Cop quitte ainsi les sports de combat auxquels il aura consacré près de 22 années de sa vie, enchaînant les titres et les records. Il demeure aujourd'hui l'une des plus grandes stars du MMA, un combattant qui a façonné l'image d'une discipline exigeante et en perpétuelle évolution. Il aura terrassé les plus grands et affronté encore et encore l'élite d'une époque où les poids lourds redoutables étaient légion. Sa légende sera à jamais éternelle. Merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir et un honneur de pouvoir narrer la vie d'un des combattants qui m'a le plus inspiré durant mon enfance et mon adolescence. Bien entendu, sa carrière fut très longue, tout n'a pas été raconté, je vous invite à regarder ses combats et ses highlights pour en savoir davantage. Si ce podcast vous a plu, je vous laisse vous abonner sur Deezer, Spotify et Apple Podcast, nous suivre sur Instagram et autres plateformes, liker, commenter, partager. Merci du soutien et à très vite dans Éternel.